C'est un peu la théorie du chaos. Plus rien ne fonctionne. Il y a pire que le brouillard de la guerre, c'est le brouillard du terrorisme. Il y a des domaines dans l'économie russe qui vont très bien. Bonjour, aujourd'hui nous sommes accueillis par l'Auto-Garage Parc de Clany, automobile de qualité, neuve, occasion, location, carrosserie mécanique. Un garage atypique, ça devient rare. Suivez-moi, on a rendez-vous avec Patrick à l'atelier. Bonjour Benoît. Bonjour Patrick. Vous êtes garagiste à Versailles et donc c'est à ce titre que nous sommes venus vous voir parce que c'est un métier bien spécifique et qui aujourd'hui est en pleine évolution. Alors on est venu vous voir et donc la première question que je voudrais vous poser, que je vous pose, c'est un petit peu c'est comment on devient garagiste. Est-ce qu'il y a une vocation jeune de devenir garagiste? Comment l'idée vous est venue? En fait, je me suis associé avec mon frère il y a maintenant 20 ans et on avait tous les deux des métiers très différents. Il travaillait dans les assurances, moi j'étais dans la banque et on s'ennuyait un peu dans nos métiers respectifs alors que dans notre cœur sommeillait la passion de l'automobile. Ah oui. On était vraiment tous les deux très intéressés par les voitures. On avait chacun eu un certain nombre de voitures, plus ou moins de collections. Ouais. Et on s'était dit que, en partant de là, on pouvait faire du commerce pour commencer de voitures et ensuite ouvrir un garage. D'accord. Mais vous saviez qu'ouvrir un garage consistait pas uniquement à vendre des voitures, mais aussi à les réparer. Tout à fait, parce qu'on avait été confronté très rapidement aux soucis dans nos ventes de voitures, avec des soucis de mécanique et de carrosserie, bien évidemment. Donc ça a été pour nous l'ouverture du garage 3 ans ensuite, en 98, ça a été pour nous l'aboutissement de notre vente de voitures, mais en fait une évolution tout à fait naturelle. Ok. Alors aujourd'hui, expliquez-nous quelle est votre activité. Parce que vous avez un très beau garage, qui est grand d'ailleurs, et dans lequel, je crois, vous avez plusieurs activités. Donc aujourd'hui, nous avons effectivement un grand garage au centre de Versailles, plus de 2000 m². Notre activité principale, ça ne se voit pas, c'est la location longue durée pour les entreprises. Donc on a une centaine de voitures en location longue durée, Ouais. qui sont des contrats qui durent généralement 36 mois. Oui. Et on fait au sein du garage toutes les activités de garage classique en plus de cette activité. Donc vente de voitures, neuves, occasion et collection, Oui. mécanique, donc mécanique pour nos clients et pour nos voitures de collection, et carrosserie, donc majoritairement carrosserie sous assurance. Alors c'est ça. Alors donc vous avez une grosse, parce que on reviendra sur la réparation ensuite, mais vous avez une grosse activité de carrosserie. Tout à fait. Parce que la carrosserie concerne les voitures que vous louez, les voitures qu'on vous amène, les voitures de collection. Exactement. C'est une activité en fait qui est très très complémentaire à ce qu'on a lancé, puisque la carrosserie c'est quelque chose qu'on a lancé il y a 5 ans maintenant. Et en fait, on a remarqué assez rapidement qu'on en avait besoin, Ouais. et qu'on n'arrivait pas à maîtriser les délais quand on faisait de la sous-traitance. Donc on a ouvert ici une activité de carrosserie. Donc il a fallu trouver des carrossiers. Il a fallu trouver des carrossiers. Ça a été simple ou pas? Ça a été compliqué. Il y a eu effectivement des gens qui sont venus, qui sont repartis, d'autres qui ne faisaient pas l'affaire. Ça a été compliqué. Et puis, c'est toujours compliqué parce qu'il faut aussi penser à les motiver tous les jours. Donc il faut s'intéresser à leur travail, il faut les questionner aussi sur leur forme privée. On a aussi un métier Sur leur motivation? Sur leur motivation, on a aussi un métier d'assistante sociale quand on a des collaborateurs. Oui, bien sûr, oui. Non, gérer du personnel, c'est toujours quelque chose de délicat.
Oui, tout à fait. Hein. Il y a un suivi qui doit être fait quotidiennement. Alors, il se trouve aussi, et vous en êtes aperçu, que le métier de garagiste est quelque chose qui a beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, mais on y viendra, être garagiste, c'est avoir un ordinateur, placer des clés USB dans le moteur et regarder ce qui se passe. Oui, tout à fait. Donc il y a une déshumanisation, si je puis dire, du métier. Oui, tout à fait. Il y a une déshumanisation qui n'est malheureusement pas terminée. Mais effectivement, aujourd'hui, sans ordinateur, on ne peut pas s'occuper de voitures. Donc il faut des ordinateurs qui sont puissants, qui sont à jour et qui sont quelquefois branchés sur Internet. Donc il y a un véritable métier d'informaticien des automobiles. Et je pense que c'est une tendance qui va encore évidemment augmenter avec les entretiens à distance, les avertissements par Internet, par satellite, et puis évidemment la Google Car dans lequel vous n'aurez même plus besoin de vous occuper puisqu'elle ira toute seule au garage. Mais vous me disiez aussi que c'est aussi un moyen pour les constructeurs de renforcer leur monopole et d'étendre leur emprise sur toute cette part sur cette part du marché du travail. Oui, tout à fait. Ils sont en train de bouffer comment dirais-je, ils sont en train d'empiéter sur le métier même des garagistes. Oui, en fait, la réglementation européenne avait souhaité qu'il n'y ait pas de monopole de la marque sur ces voitures. Ouais. Dans les faits, il y a un véritable monopole qui est totalement incontournable, puisque un grand nombre des fonctions automobiles sont la chasse gardée des constructeurs qu'ils traitent par Internet avec les concessionnaires et succursales. Donc aujourd'hui, le passage par le concessionnaire, dès qu'on a quelque chose de spécifique, est totalement obligatoire. C'est ça, ouais. Ce qui réduit d'autant votre champ d'action. Tout à fait. Hein, ce qui réduit notre champ d'action et ce qui fait aussi que les clients se disent si la voiture doit passer chez le concessionnaire, par exemple pour des sortes de carrosseries quand on remplace des airbags, puisque le reset d'airbag ne peut se faire que chez le concessionnaire, autant mettre la voiture directement chez le concessionnaire. Donc il nous faut des arguments pour défendre nos parts de marché et défendre nos compétences. Ma dernière question, c'est un petit peu, ce serait du style, c'est comment voyez-vous votre avenir? C'est ça le problème, parce qu'aujourd'hui, finalement, c'est un vrai problème, quoi. On a rendu d'un côté la voiture qui est incontournable, qui devient absolument, je veux dire qu'on ne peut plus bricoler, etc. Et je trouve que ça tue un petit peu, effectivement, toute cette activité. Mais ça pose le problème aussi, quand on voit l'emprise des constructeurs, sur l'avenir de ce qui, quand même, vous êtes les intermédiaires, quand même, nécessaires entre l'utilisateur et le constructeur. Oui. Il est clair que si on se laissait faire, nous disparaîtrions directement. Ouais. En revanche, quand on écoute les clients qui vont évidemment chez le constructeur, chez le concessionnaire, ils ne sont pas satisfaits pour différentes raisons. Donc notre place à nous, c'est de savoir écouter le client et d'avoir la souplesse que les constructeurs n'ont pas et qu'ils ne pourront jamais avoir parce que ce sont des grosses structures et qu'ils ne peuvent pas suivre leurs clients comme nous le faisons. Donc en fait, notre point fort, et je pense que c'est là où on doit pouvoir se développer dans notre métier qui est aujourd'hui quand même très challengé, notre point fort, c'est l'écoute du client et la souplesse, aller au-devant des besoins du client. Oui, et puis ramener la voiture à une dimension humaine. Exactement. Exactement. Donc écouter le client et savoir qu'il n'a pas obligatoirement le temps d'aller chez le concessionnaire pour ses révisions et de déposer le matin, d'attendre une demi-heure, d'après attendre 3/4 d'heure ou de se faire bloquer sa voiture. Donc nous on est ici avec une écoute du client, des délais raccourcis, des véhicules de prêt pour que la vie continue à côté des soucis malheureusement du quotidien. Et alors dans un garage comme le vôtre, dont on voit parfaitement l'identité, vous devez engager, en revanche, des gens qui sont quand même très spécialisés. Oui. C'est-à-dire un mécanicien qui sache ce que c'est que la mécanique, qui sache ce que c'est qu'un Delco, tout à fait. etc.
le carrossier, on en a parlé, donc ça c'est incontournable, mais il vous faut quand même des petites mains qui sachent quand même ce que c'est que la mécanique. Donc on peut dire que ces métiers-là ne sont pas non plus, et Dieu merci, entièrement morts. Non, ces métiers-là ne sont pas morts. Ils ont dû s'adapter évidemment à la modernité très fort. Et ce qu'il y a, c'est qu'il faut absolument que nos collaborateurs soient au top de ce qui se fait pour que la qualité de notre prestation soit aussi bonne, voire meilleure que celle de nos concurrents. On a de la souplesse, il faut que par ailleurs ce qu'on fait soit absolument irréprochable. Ce qu'on a réussi à faire avec notre équipe, qu'on a mis un certain temps à sélectionner, mais qu'on a réussi maintenant à fixer, et dont on est très content. Et maintenant vous êtes rodés. Maintenant nous sommes rodés, tout à fait. Benoît, je vous remercie beaucoup, et maintenant on va aller visiter votre garage avec votre frère. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci Patrick. Alors nous voilà donc devant une superbe Jaguar I-PE 4 litres 2. Suis-moi, je te présente Emmanuel Lyon. Emmanuel, bonjour. Bonjour Pierre. Alors explique-nous Emmanuel, ce qu'est cette superbe voiture que vous êtes en train de restaurer. Alors on est devant effectivement un cabriolet Jaguar Type E, première génération. C'est un véhicule que nous avons importé des États-Unis. 4 litres 2 ou 3 litres 6 C'est une 3 litres 8. 3 litres 8. Oui. Aux normes américaines? Aux normes américaines, de carburateur, absolument. Bon, ben c'est bien. Alors explique-nous ce que vous êtes en train de faire dessus. Donc la carrosserie est finie, la sellerie est finie mais pas montée. Et donc là nous sommes actuellement sur le faisceau électrique. Et une fois que le faisceau électrique sera fini, nous pourrons finir d'assembler le capot qui est monobloc avec les ailes avant, ainsi que le tableau de bord et la sellerie. Donc on est vraiment à la fin actuellement. Alors au passage, on salue Adrien qui nous fait un superbe nettoyage. Bonjour Adrien. On continue par la visite de ce pittoresque garage où il y a des vraies voitures. Alors Emmanuel, en 2 mots, une EMG BGT, cabriolet. Absolument. Me montre celle qui est là-bas, elle est quand même plus présentable. Une Jaguar 2e génération. XK8. XK8. Qui va partir ces jours-ci et qui est aussi un véhicule d'import des États-Unis. Alors Manu fait aussi la rénovation d'un bateau, mais c'est à titre personnel, dont le moteur se trouve derrière moi. Et Manu va nous présenter cette magnifique petite MG BGT, ainsi qu'une vieille Mercedes des années 50. Manu, c'est à toi. Donc MG BGT, effectivement, c'est un modèle cabriolet première génération ou quasiment 2e génération, donc mécaniquement c'est le bon modèle, puisque les modèles précédents étaient quand même avec des fragilités importantes, alors que celle-ci est intéressante, elle est totalement dans son jus, et elle est très saine, pas du tout de rouille. Voilà. Et c'est un moteur qui doit être de 2 litres, 2 litres 5, 4 cylindres en ligne, vieille mécanique anglaise, fiable. Voilà, pour vous montrer. De la mécanique de la vraie, monsieur, sans électronique. Emmanuel va nous présenter un modèle exceptionnel d'une Mercedes d'époque. Je lui laisse la parole. À toi, Manu. Alors, ce véhicule est exceptionnel à plusieurs titres. D'abord, c'est un coupé de 1956 et il est exceptionnel parce qu'il a été offert à monsieur Félix Amiot en 57, effectivement. Donc, il a été offert à monsieur Félix Amiot parce que monsieur Félix Amiot construisait des avions et des bateaux pour la France, l'armée française, notamment, et les équipait de moteurs Mercedes. Donc Mercedes lui a offert cette voiture. C'est donc un véhicule de première main avec 57 000 km d'origine. Et actuellement, il est ici parce que nous devons le préparer pour le remettre en état. Il n'a pas été utilisé depuis 1978 et nous n'avons plus de clés. Alors effectivement, nous n'avons plus de clés et il faut arriver à refaire tailler des clés d'après les serrures que nous avons. Et là, c'est Pierre qui s'en occupe depuis déjà quelques temps, mais je crois que le dossier est un peu compliqué. Mais ça va bientôt aboutir, j'en suis sûr. La clé ancienne, c'est un métier. Alors là, on est dans le département moto du garage du parc d'Oclany. Quelques petits exemplaires sympathiques, un Chappy Yamaha en pleine réfection. Je crois qu'il faut dire Chappy avec un A. C'est un Chappy. Voilà. Alors donc, un Chappy Yamaha, je laisse à Emmanuel le soin de nous présenter le reste.
Manu 7, ouais. Bon, bah, ce ne sont pas des modèles fort intéressants, à part ces deux-là qui sont des 450 WRF. Donc c'est la moto emblématique de la marque Yamaha pour faire de l'enduro. Et là, une 125 Honda, Voilà, une 125 mythique des Honda. années 70. Absolument. Quand on avait 20 ans, on roulait tous avec ça. On roulait avec ça. Et on était contents. On était contents, mais avec le recul, on se rend compte que c'est amusant, mais qu'on fait techniquement beaucoup plus performant maintenant. Oui, mais c'est quand même un monocylindre, 4 soupapes, exceptionnel pour l'époque, avec un démarreur électrique. Pas de démarreur électrique. On était encore au kick. Et 2 soupapes pour celle-ci. Et 2 soupapes. Ce qui, à l'époque, était déjà pas mal. C'est certain. Alors là, nous sommes dans le département carrosserie à l'ancienne des manuels. Au passage, on dit bonjour à Albert. Bonjour Albert. Manu va nous expliquer la carrosserie. Par exemple, derrière nous, cette superbe fausse Porsche recréée. N'est-ce pas, Emmanuel? Absolument. Donc là, on est devant un modèle PGO fabriqué en France, à Alès, dans le Gard. C'est inspiré de la Porsche 356 et motorisé par Peugeot. Donc c'est un véhicule qui a 2 ans, qui a eu un sinistre important à l'avant et à l'arrière, puisque le chauffeur, en voyant la maréchaussée et leur radar, a freiné et est parti en toupie. Donc les dégâts ont été multiples. Voilà, elle est quasiment finie et elle pourra bientôt reprendre la route. Alors là, on est devant une superbe Jeep qui ne vient pas de chez Jeep Village de notre ami Le Priol. Non, c'est vrai. Et par contre, tu nous l'as refait complètement en carrosserie parce que j'ai cru comprendre que vous étiez capable en carrosserie de refaire des miracles. Me tronche. Alors effectivement, Albert est très polyvalent et peut tout à fait nous remettre en état une Jeep comme ça, armée française. Donc il a refait entièrement la carrosserie et il va faire la peinture. Mais tout à l'heure, nous parlions de la PGO. C'est un véhicule en résine et Albert est très spécialisé dans tout ce qui est résine et fibrage. Donc nous travaillons pour toute compagnie d'assurance et Albert est capable de pratiquer sur toutes les techniques actuellement. On va peut-être passer voir ton superbe Mercedes 4x4 sur lequel tu as monté toi-même un turbo. Absolument. Alors, explique-nous comment tu montes un turbo sur un appareil comme ça. D'abord, il faut savoir que ce véhicule n'a jamais existé, ce modèle-là n'a jamais existé avec turbo. Donc, trouver un turbo, c'est assez compliqué. Mais dans la gamme Mercedes, il y a un moteur qui ressemble beaucoup à celui-ci, qui était monté sur des berlines et des breaks exportés aux États-Unis. Donc, j'ai acheté aux États-Unis un turbo, ainsi que les divers collecteurs, les diverses pièces. Et tout le reste, j'ai adapté et créé le nécessaire pour que ça fonctionne. Et lors de la dernière sortie, il y a 1 mois et demi, j'ai pu donc essayer ce turbo. Et ça fonctionne très bien. C'est plus du tout le même véhicule, puisque c'est un véhicule extrêmement agile et habile dans les bois et dans les pierres, mais qui manque réellement de puissance. Et maintenant qu'il a un turbo, c'est devenu vraiment ultimate machine. Et donc, tu as eu un surcroît de puissance qui te permet de te sortir des bourbiers, nombreux et fréquents dans les temps qui courent. Absolument. Maintenant c'est beaucoup plus facile. J'ai beaucoup plus de puissance et j'ai même tellement de puissance que j'ai cassé le pont arrière. J'ai perdu des dents sur le différentiel. Et donc, je vois que tu as un pare-buffle que Mercedes que tu as légèrement amélioré et que tu as accroché ton moteur en cas de retournement avec des serre-flex en acier. Oui, effectivement, lorsque l'on fait du trial, il est conseillé de sangler avec des câbles les supports moteurs. En cas de retournement, le moteur... Intempestif. Voilà. Et effectivement, je me suis retourné puisque tout le haut du véhicule a été déplacé dans le choc. Et grâce à ces câbles acier, le moteur n'est pas sorti de ses emplacements. Et tu as pu repartir en voiture jusqu'à Paris. J'ai pu repartir. Sur une dépanneuse. Non, je suis reparti par la route, mais juste avec les roues avant, puisque le pont arrière est cassé. Que tu vas nous réparer maison. Je vais réparer maison, effectivement. Mais c'est très compliqué parce que les pièces commencent à être rares. Bon. Alors, pour finir, Manu va nous présenter... Je me permets de t'appeler Manu.
Emmanuel, ça va aussi, mais merci. Emmanuel Oui, va nous très bien. présenter une Mercedes moderne, avec Albert à la manœuvre, parce qu'il fait aussi dans la voiture moderne. Tu peux nous la présenter? Alors voici une Mercedes classe A de 2016, qui a 4500 km, qui est ici parce que nous l'avons achetée pour nos locations longue durée. Donc notre atelier ainsi qu'Albert nous permet de remettre en état des véhicules que nous mettrons après en location longue durée. Bon, bah écoute Manu, merci de nous avoir accueillis. À bientôt pour de nouvelles aventures. Très bien. Et merci de ta gentillesse. Merci. Salut Albert. Allez.